Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on ouvre une discussion qu'on mène pas souvent au Québec. Celle des communautés d'expression anglaise et de leur réalité sur le marché du travail et leur réalité aussi dans l'apprentissage du français langue seconde. Trop souvent, je pense qu'on se perd dans des perceptions ou des clichés. Mon invité aujourd'hui nous en parle. Bonjour Chad! Bonjour, Talia, merci beaucoup de me recevoir. Donc, avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter et expliquer ce que tu fais dans la vie pour mettre nos invités en situation? Parfait. C'est ça, mon nom c'est Chad Walcott. Je suis le directeur des affaires publiques à la Table ronde provinciale sur l'emploi. Dans le fond, aussi connu sous le nom PERT, qui est notre acronyme en anglais. Donc, la Table ronde provinciale sur l'emploi est un organisme à but sans lucratif qui se consacre aux défis et aux possibilités en matière d'emploi auxquels font face les Québécois d'expression anglaise. On collabore avec les organismes régionaux et communautaires, des établissements d'enseignement, des prestataires de services en emploi, des employeurs et le gouvernement afin de mener des recherches sur les politiques en ce qui a trait à l'employabilité, de favoriser l'engagement des parties prenantes et d'élaborer des recommandations et des politiques, dans le fond, pour améliorer les opportunités d'emploi pour la population qu'on représente. Puis on fait ça à travers trois piliers fondamentaux de PERT, justement, notre pilier de recherche. On a publié près de 50 rapports en ce moment dans les derniers 5 ans, en plus de quelques mémoires qu'on a soumis au gouvernement. Notre pilier de l'engagement, donc on engage nos membres à travers 4 tables sectorielles. Et finalement, par notre pilier de développement qui est un peu nouveau, puis sous lequel on a lancé justement le programme de mentorat circonflexe. Oui, dont on va se parler aujourd'hui d'ailleurs. Hein, mais avant de parler de ça, j'ai envie de te demander comment ça se passe au niveau. Tu sais, je trouve qu'on parle souvent de la connaissance du français chez les anglophones, la connaissance de l'anglais chez les francophones. C'est quoi les chiffres réels maintenant ou de nos jours là, sur la connaissance du français ou sur le nombre des anglophones qui ont encore besoin d'apprendre le français? Puis c'est quoi les obstacles qui sont liés peut-être à l'apprentissage du français pour la population d'expression anglaise au Québec? En ce qui a trait aux bilinguistes de la communauté d'expression anglaise, il y a quand même une bonne majorité de la communauté qui se dit capable de faire des échanges en français, justement. Ça, on le voit dans les statistiques du recensement. On le voit aussi dans nos sondages qu'on fait auprès de notre communauté. Cependant, la nuance qui manque un peu, qui échappe un peu à la discussion, c'est le niveau de bilinguisme. Donc, c'est sûr qu'une grande partie de la population est capable de commander un café, de se commander au restaurant, d'avoir une petite conversation. Mais il y a un manque à gagner qu'on a vu à travers nos recherches en ce qui a trait au niveau professionnel du français. Donc, puis c'est là souvent qu'on voit des barrières à l'emploi. C'est justement soit parce que les personnes d'expression anglaise n'ont pas la confiance nécessaire, malgré le vocabulaire, malgré les connaissances en français, pour aller se mettre dans des situations majoritairement francophones sur le marché du travail. Soit que on voit un peu de discrimination au niveau des accents. Fait que des fois, le vocabulaire est là, les connaissances sont là, mais l'accent n'y est pas. Mais souvent, c'est justement le niveau de français professionnel qui entraîne un peu l'intégration pleine de la communauté. Ceci dit, il y a quand même une volonté d'apprendre. Là où il y a des enjeux aussi, c'est au niveau de l'accès à des services. Donc là, Francisation Québec, dans les dernières années, s'est ouvert à toute la population du Québec, dont les communautés d'expression anglaise. Ça fait pas longtemps, ça, Chad. J'ai envie qu'on en parle parce que ça fait seulement quelques années que la population d'expression anglaise a accès aux cours de francisation. Donc, avant ça, on ne pouvait pas s'inscrire en francisation lorsqu'on était né sur le territoire québécois, par exemple. Donc, on n'avait pas nécessairement accès aux mêmes cours. Pourquoi, en fait? Pourquoi vous pensez que ça a été si long? Ben, je pense que le focus initial du gouvernement, c'était la francisation pour les nouveaux immigrants. Francisation Québec
était sous, puis je crois est encore sous la responsabilité du ministère de la MIFI, donc ministère Immigration. Immigration, Francisation, Intégration. Donc, l'offre de service initial en francisation était plus dirigée aux nouveaux arrivants. Là, on a ouvert la porte aux autres communautés du Québec. Cependant, il y a un manque à gagner dans les connaissances de notre communauté en particulier, la communauté anglophone, et des besoins particuliers qu'on a. Tu sais, c'est les gens qui s'inscrivent au cours de français, qui sont nés ici, qui sont peut-être anglophones, cherchent à améliorer leur français. Ben, ils n'ont pas besoin de savoir un peu l'histoire du Québec ou, tu sais, c'est qui Marie-Mé, disons. Mais ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est comment... Quoique peut-être, mais tu sais, c'est pas les informations qui vont les aider à mieux intégrer le marché du travail. C'est ça, exactement. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les Québécois d'expression anglaise ont déjà une base, souvent intermédiaire du français, puis ce qu'ils cherchent, c'est de passer du niveau intermédiaire au niveau professionnel. C'est ça, parce que les gens tiennent des conversations normales, là, donc ils sont capables de se débrouiller. Mais lorsqu'on arrive, comme tu disais tantôt, dans des situations vraiment très professionnelles, par exemple, un avocat qui devrait rencontrer un client, vraiment quelqu'un qui a besoin d'un niveau de conversation vraiment dans des tâches plus complexes, là, la marche est difficile à monter. Exactement, exactement. Puis là, il y a l'offre de service qui manque, en fait, pour ces gens-là qui cherchent à passer du niveau intermédiaire à professionnel. Donc, nous, chez PERT, on essaie de trouver des solutions pour renforcer justement le cheminement de l'école au travail ou de l'intégration sur le marché du travail excuse-moi, plus généralement. Puis est-ce que tu penses qu'il y a une problématique avant ça? Tu sais, par exemple, est-ce que les cours de français qu'on offre dans les écoles anglophones ou dans les cégeps anglophones, est-ce que c'est parce qu'ils sont pas assez bons? Est-ce que c'est parce qu'ils sont... Tu sais, qu'est-ce qui explique, selon toi, qu'on arrive et qu'on diplôme et que notre français n'est pas encore à un niveau professionnel? Oui, je pense que c'est surtout l'enjeu d'avoir des gens avec qui on peut s'entretenir sur une base régulière. Donc, le manque de contact peut-être entre les communautés. C'est ça, le manque de contact, le manque de chevauchement entre les communautés, les ponts qui manquent entre les deux solitudes, dans le fond. Je sais que l'exemple que j'aime toujours utiliser, c'est que moi, au cégep, j'avais des cours en espagnol. J'avais une super bonne note en espagnol, et à l'écrit et à l'oral. Cependant, maintenant, je parle pas vraiment espagnol. Quand je vais au Mexique, c'est difficile parce que, justement, j'avais personne avec qui m'entretenir sur une base régulière. Ouais, donc, tu n'avais pas la chance, en fait, d'avoir un échange linguistique adéquat, d'avoir un jumelage linguistique pour parler de tout et de rien avec une personne hispanophone, par exemple. Exactement. Puis quand on n'a pas ces opportunités-là, bien qu'on ait des bonnes notes à l'école, bien qu'on ait passé justement des cours, soit en immersion, soit autres, la théorie nous amène jusqu'à un certain point, puis après ça, il faut vraiment se mettre la langue à l'épreuve, sinon on la perd. Donc, c'est surtout ça qu'on voit, puis c'est ce qu'on a vu dans nos recherches, puis en plus, c'est ce qui nous a amené vers justement un programme de mentorat qui cherche à jumeler des gens qui veulent améliorer leur français avec des gens qui ont une bonne maîtrise pour à la fois se développer sur leur carrière, donc du mentorat un peu standard, mais avec un œil sur l'apprentissage de la langue, le perfectionnement et de créer justement plus de confiance en soi, dans notre langue seconde. Puis est-ce que c'est une problématique que la communauté d'expression anglaise rencontre seulement en région montréalaise ou ça se passe partout sur le territoire québécois? C'est vraiment partout sur le territoire québécois. C'est sûr qu'à Montréal, étant donné qu'on a une concentration de population très grande, là, il y a beaucoup de ressources, il y a une diversité de ressources. Souvent, le problème, c'est quand ça vient aux gens qui cherchent des programmes publics offerts par le gouvernement, c'est de trouver ces informations-là dans une langue qu'ils peuvent comprendre. Parce qu'encore une fois, ils ont la base, mais c'est pas nécessairement le perfectionnement. Puis quand on cherche des cours et des outils, c'est plus facile de trouver ces outils-là dans sa langue première. Mais oui, dans sa langue première. Ouais. Donc ça, c'est un enjeu qu'on a soulevé à plusieurs reprises. C'est de donner plus accès à travers les informations. Ensuite, c'est de voir comment on peut mieux intégrer l'apprentissage du français au travail. Parce que souvent, malgré la volonté, la vie prend les dessus. Right? La vie prend le devant dans nos besoins. Donc, bien que je veuille peut-être améliorer mon français, si les cours sont en soir, puis que j'ai un enfant, que j'ai d'autres responsabilités, c'est difficile d'y assister sur une base régulière. Oui, tout à fait. Donc, c'est important de chercher des solutions qui aident à intégrer l'apprentissage de la langue à travers nos activités régulières. Donc, on va parler à travers le travail ou de faire en sorte que les
instructions pour comment s'inscrire sont dans une langue qu'on peut comprendre Mhm. ou de faire d'autres soutiens périphériques, service de garde, mettons, qui est un autre exemple, ou dans les régions, permettre une subvention peut-être pour les déplacements, parce que peut-être qu'un cours qui est offert en français dans la région, mais c'est une très grande région. Mhm. Ah Euh, ouais, on parle par donc, exemple des gens qui sont dans une communauté d'expression anglaise en Gaspésie ou en Estrie, exactement. pas seulement en périphérie de Montréal et à Montréal. Ouais. Exactement, oui. On voit des communautés partout, puis c'est souvent l'enjeu, c'est soit la distance, soit les horaires. Donc, c'est de faire le plus possible pour faciliter l'accès à ces services-là, Mhm. pour justement atteindre nos objectifs d'une meilleure francisation au Québec et de donner tous les outils aux Québécois pour pouvoir justement employer la langue de Molière là, dans leur vie quotidienne et publique. Vous avez créé justement le programme Circonflexe, hein, que c'est un programme de jumelage, en fait, pour permettre aux gens de rencontrer des personnes d'expression francophone, hein, des francophones au Québec. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage du programme Circonflexe et pourquoi vous l'avez mis sur pied et comment ça fonctionne? Absolument. Donc, le programme de mentorat Circonflexe, c'est un peu le résultat de plusieurs années de recherche sur l'apprentissage de la langue en tant qu'adulte qu'on a fait, qui a été financé par le secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise. Ce nouveau programme de Circonflexe est financé justement par Francisation Québec comme étant Ouais. un peu un programme complémentaire à leur service plus formel. Donc, ça permet l'apprentissage informel de la langue française en jumelant, comme je l'avais dit, des Québécois d'expression anglaise avec des gens qui ont de la maîtrise en français pour leur permettre d'avoir quelqu'un avec qui s'entretenir sur une base régulière en français. Donc, on fait des jumelages de mentors et mentorés le plus possible qui sont dans la même région et qui sont dans la même industrie. Comme ça, ils peuvent justement avoir ce développement-là professionnel au niveau des mentorés. Et Et ça fait en aussi même temps, bonifier pratiquer. leur réseau de contacts là, avec des gens qui sont dans le Exactement, même exactement. domaine. Donc, il y a deux volets principaux. Il y a le mentorat 1 à 1 et aussi on a un réseau d'organismes qui organisent des événements de réseautage. Comme ça, les Québécois d'expression anglaise dans les 17 régions du Québec peuvent avoir des lieux où se rencontrer, se rassembler pour faire ces échanges-là entre les deux communautés, le francophone et anglophone. Ouais. Puis, tu sais, en fait, qu'est-ce qui vous a mené à la création de ça? Les gens vous disaient qu'il manquait cet espace-là? Oui, ben c'est ce qu'on a constaté. C'est justement encore pour revenir au fait que les gens avaient de la misère à accéder aux Mhm. services de francisation. Donc, on a vu dans nos recherches que l'apprentissage informel était essentiel Ouais, pour retenir la langue et pour tout s'avancer. à fait. Euh, Puis, on voulait combler un besoin justement sur le terrain, de permettre à notre communauté d'avoir plusieurs cheminements pour améliorer leur Disponible. français, pour accroître leur réseau dans le réseau d'affaires, la communauté d'affaires francophone. Puis à date, c'est vraiment, on a vraiment des bonnes retombées. En fait, c'est aller plus loin qu'on pensait, à aller rejoindre les gens. L'idée de rapprocher les deux solitudes, c'est vraiment quelque chose qui motive nos mentors et nos mentorés. Mhm. Puis à date, on a beaucoup d'engouement. Dans la première cohorte, on a accueilli 180 participants, donc à peu Wow. près 90 mentors et mentorés. Et aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, on a plus de 1600 applications pour la deuxième cohorte, Wow, OK. dont 700 nouveaux mentors. Donc, ça, c'est sans compter ceux qu'on a recueillis juste avant les fêtes, à peu près une centaine, 200 nouveaux inscrits. Donc, je pense qu'on a vraiment gagné du momentum dans notre première année, Tout puis à que les fait. gens rejoignent notre message, que, bon, tous les accents sont bienvenus, Mhm, puis, exactement. puis de s'entraider là, pour apprendre la langue. Puis je pense que le message de rapprochement et d'échange entre les communautés, je pense que ça résonne très bien avec Oui, tu sais, les parce gens qu'on du a, tu Québec. sais, on a tendance à entendre des messages, tu sais, tu sais, moi, je trouve qu'on l'entend souvent encore, tu sais, les anglophones ne veulent pas nécessairement apprendre, ne veulent pas bonifier, alors que dans le fond, ce qu'on voit, c'est le contraire. Tu sais, les gens ont envie de se Absolument aussi. rapprocher, ont envie de bonifier leur maîtrise de la langue. Tu sais, Oui, je trouve absolument. qu'on entend complètement le cliché. Tu sais, en fait, c'est peut-être des clichés qui ont besoin d'être dépassés maintenant en 2026, de se dire que les communautés, justement, veulent se rapprocher, ont plus de points en commun qu'on pense que de différences, puis euh, qu'ensemble, on peut s'entraider, justement, apprendre le français, mais aussi peut-être l'anglais. Peut-être qu'il y aura des mentorés qui voudront, des mentors qui voudront devenir mentorés de l'autre sens aussi.
Ça se peut, ça se peut. C'est pas l'objectif de notre programme en particulier, mais n'empêche que quand on rapproche les communautés, les gens vont vouloir faire des échanges d'une manière ou d'une autre. Donc, tu sais, pour nous, c'est vraiment, c'est ce qu'on voit. Tu sais, on avait anticipé le fait que les gens allaient aimer le message de se rassembler pour s'entraider, mais je pense que c'est aller au-delà de nos attentes, à quel point les gens ont internalisé ce message-là, puis que ça vraiment, ça les motive dans leur désir de s'impliquer. Puis je pense que, comme tu l'as mentionné, il y a un désir dans un monde où on parle toujours de division, puis de qu'est-ce qui nous divise, qu'est-ce qui nous sépare, de trouver des moyens de se rapprocher, puis de trouver des points sur lesquels on peut collaborer puis coopérer. Puis c'est ça, il y a une volonté au sein de la communauté anglophone d'améliorer leur français. Puis je pense que c'est juste une question d'aller rejoindre les gens là où ils ou elles sont, plutôt que de pointer du doigt tout simplement puis rester dans des anciens préjugés. Donc, on est très fiers de pouvoir contribuer justement à faire le rapprochement entre les deux solitudes, puis que ce soit plus des solitudes nécessairement. Non, c'est ça. Puis entre plusieurs solitudes, je trouve qu'il y a des gens de plusieurs communautés distinctes, hein, surtout dans la région montréalaise, mais aussi de plus en plus en région. Et je voyais hier dans les journaux que les gens, nouveaux arrivants, par exemple, s'installaient partout au Québec. Puis je pense qu'on est plusieurs solitudes, hein, donc des gens qui arrivent d'ailleurs, mais des gens qui sont nés ici aussi, qui ont envie de faire partie, en fait, de la communauté, puis de créer des contacts, mais aussi de nouer des relations. Tu sais, tantôt, tu parlais beaucoup de professionnels, mais aussi de personnel, hein, parce quand on fait du Oui. mentorat, on remarque que, tu sais, les liens se créent fortement, là. Tu sais, moi, je connais davantage ce qui se passe du côté des programmes de mentorat avec les nouveaux arrivants, mais on voit des relations naître, là, de l'amitié qui naît, des réseaux de contacts, des professionnels, des gens qui deviennent des amis, tu sais, qui restent ensemble, pas rester ensemble en voulant dire qu'ils sont devenus un couple, mais Ouais. qui restent amis après. Est-ce que vous constatez la même chose? Oui, absolument. On a eu un événement en octobre dernier où on a pu rassembler une bonne majorité de nos mentors de la première cohorte pour faire un petit événement de euh, cérémonie de reconnaissance, puis voir des gens qui se sont peut-être rencontrés surtout en ligne ou peut-être quelques fois en personne, mais les voir arriver au même moment, se faire reconnaître ensemble, les liens qui ont été tissés, les relations qui ont commencé à être bâties, c'est vraiment quelque chose de spécial. Nous, on a 32 diades qui se sont réinscrits pour une deuxième cohorte de la première cohorte. Donc, ça fait du bien de voir un impact positif là, sur une initiative qui, à la base, sert à aider les gens, là, de voir comment les gens le prennent à cœur puis qui se l'apprivoisent. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, quand on fait des jumelages linguistiques, l'une des premières choses qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un gain pour les deux, en fait. Tu sais, parce que Oui. la personne qui apprend justement la langue, mais la personne qui aide à apprendre, tu sais, va aller chercher une motivation, une passation culturelle qui va lui faire plaisir. Tu sais, on va chercher quelque chose, en fait. Ouais. Pourquoi vos mentors s'impliquent? La plupart s'impliquent parce qu'ils croient à la mission, ils veulent voir ce rapprochement-là, ils veulent aider d'autres à mieux s'intégrer dans la population québécoise, dans la culture québécoise, bien sûr sur le marché du travail québécois. Donc, il y a beaucoup d'inspiration à ce niveau-là. Comme j'ai mentionné tantôt, d'avoir une opportunité de contribuer à faire rapprocher la communauté québécoise là, dans un temps, dans une époque où on voit beaucoup de divisions. Je pense que les gens prennent cette opportunité-là à cœur. Comment vous les avez recrutés? Dans la première cohorte, on a eu beaucoup de bouche à oreille. On a fait partenariat avec la CBQ, donc le Conseil du patronat du Québec, la CRHA, qui est le regroupement des gens à RH, puis quelques d'autres organismes, incluant McGill et Concordia, pour faire la première phase de recrutement puis de promotion. On a aussi fait partenariat avec République, là, qui nous aide qui est une agence de marketing qui nous aide avec nos pubs en ligne. Donc, pour cette deuxième cohorte, on a vraiment mis le tout sur les réseaux sociaux pour faire valoir et mettre devant les yeux des Québécois et Québécoises notre programme. Donc, ça a eu quand même un bon succès dans notre deuxième tentative. Donc, c'est surtout ça. C'est bouche à oreille à travers les médias sociaux, à travers nos partenaires dans le programme, surtout. Que les gens viennent. Et qu'est-ce que vous remarquez justement comme effet concret chez les gens qui participent, autant chez les apprenants que chez les gens qui vont les accompagner? Qu'est-ce que vous avez comme retombée?
D'abord et Est-ce que avant vous tout voyez, par exemple, une sur retombée sur la ouais, qualité de la langue aussi? oui, c'est ça, justement, dans la confiance à la langue et l'amélioration des capacités, on voit que plus de 80% de nos mentorés disent qu'ils ont eu une amélioration au niveau de leur confiance ou de leur Hey, maîtrise c'est en langue énorme, ça. française 80. après, ouais, Wow. après avoir participé au programme. C'est beaucoup, puis en même temps, nous autres, notre recommandation pour nos mentors et mentorés, c'est une rencontre par mois. Ouais. Bon, il y en a qui en ont fait plus, puis c'est excellent. Mais juste ça, c'est une rencontre par mois, puis on voit que plus de 80% des participants sont capables, se sentent mieux, se sentent plus à l'aise en français. Ça en prend pas gros, mais ça montre à quel point les échanges interpersonnels, avoir cette personne-là avec qui tu peux te référer puis te pratiquer a un impact majeur. On a vu que les gens euh, on a quelques témoignages comme quoi que les gens se sentent plus à l'aise de rentrer dans le marché du travail. Il y en a qui se sont trouvés un emploi. Wow, Euh, OK. donc, on voit vraiment des bonnes retombées, vraiment des messages inspirants, en fait. Euh, de gens qui se donnent des défis, puis ils vont les atteindre en plus au sein de notre programme avec l'aide de leur mentoré, mais aussi avec l'effort de leur mentor, excuse-moi, et l'effort que les mentorés, eux, mettent dans leur succès. Mais à la fin de la journée, ça revient à l'individu d'aller chercher, Tout à trouver leur fait. mentor, de poursuivre l'engagement, puis de s'assurer de s'améliorer. Puis on voit que les gens sont motivés à le faire, puis que ça a un bel impact. C'est ça, puis dans le fond, c'est le plus tu sais, on parle d'une heure ou d'une rencontre, mais une rencontre, c'est quand même un petit pas qui va en amener un autre, hein. Donc plus on avance, même si on a appris juste une expression ou un nouveau mot ou, 2-3 types de phrases dans notre échange, ben, c'est déjà ça de gagné, hein, c'est déjà un gain, Exactement. qu'on fait dans la langue que nous apprenons, hein. Tu sais, selon vous, tu sais, qu'est-ce qui fait un bon jumelage? Qu'est-ce que c'est un bon jumelage linguistique? Ben d'abord, il faut que les gens s'apprécient. Tu sais, on encourage nos mentors et nos mentorés d'avoir une petite rencontre initiale d'à peu près 15 minutes pour avoir, comme on dit en anglais, un vibe check. Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'on pense qu'on peut avancer ensemble? Est-ce que nos objectifs, tu sais, c'est sûr que l'objectif majeur d'amélioration du français, mais est-ce que les objectifs professionnels dans les deux sens s'alignent? Donc c'est comme un Euh, speed dating, mais de pour voir si un vous peu, oui, allez un avoir peu. un bon, Mais même la plateforme qu'on utilise, c'est un peu, tu sais, on disait ça en blague, mais un peu comme un Tinder. Tu sais, t'as une ah! banque de OK. mentors que tu peux approcher pour voir si ça va fonctionner. Donc, on recommande cette rencontre initiale-là pour confirmer que les gens s'entendent bien ensemble. Ensuite, on a quelques documents pour encadrer l'échange. Donc, on a, pour encadrer la relation mentorale, quelques ateliers pour démystifier un peu c'est quoi la relation mentorale. C'est différent de justement une amitié ou du coaching ou du tutorat aussi. Donc, de définir les paramètres. On donne aussi cahiers de bilan, si on veut, donc pour encadrer les différentes rencontres, mettre des objectifs concrets. Sur le côté pédagogique, on a aussi développé des cahiers d'activités que les mentorés peuvent utiliser à l'extérieur de leur échange, mais pour aussi encadrer leur échange avec leur mentor pour justement de faire des scénarios variés, là, une présentation, une négociation, etc., là, pour se mettre en situation. Donc vraiment, vous Euh, avez des tâches que les gens vont pouvoir pratiquer, là. Par exemple, une simulation d'entrevue de travail ou, une exactement. simulation de réunion, au bureau, par exemple. Exactement. Donc, nos mentors et mentorés sont quand même bien outillés. Donc, si les deux sont motivés et ils sont capables de tenir leur rencontre d'une manière consistante, on voit que on voit que ça fait des bons diades, puis ça a des bons résultats aussi. Mmh. Ouais, puis les gens, en fait, est-ce que vous avez des données? Surtout quand vous dites: «On demande une rencontre par mois», mais est-ce que c'est ce que vous observez ou si les gens en font, plus? Euh, je dirais que c'est mitigé. On est encore en train de mettre ensemble nos dernières Pairage. rapports justement d'évaluation, là. Mais ce qu'on voit, c'est la majorité font le 1 par mois, donc le 9 à 10 rencontres par année. Mais il y a quand même une bonne portion qui se rencontrent plus souvent, à la semaine. À la semaine, OK, donc 4 fois par mois. Ouais, il y en a qui vraiment, là, les mentors et mentorés se sont donné des gros objectifs de se rencontrer sur une base plus régulière et ils le font. Nous autres, c'est ça, on recommande une fois par mois parce que c'est important à le dire, nos mentors agissent de manière bénévole.
Mhm. Donc, ils ne sont pas rémunérés. Donc, on ne veut pas trop de mettre de fardeau sur eux non plus, sachant qu'ils ont des vies et des responsabilités, des emplois à part ça. Mais c'est aussi quand même bien de voir que les gens, malgré les standards minimums, vont aller au-delà de ce qui est demandé pour aider les autres. Pour aider les autres, oui. Donc, Puis, ouais. j'ai envie qu'on se parle un petit peu de statistiques, en fait. J'aurais envie Ouais. que, tu sais, maintenant qu'on connaît le programme, c'est quoi le portrait de la communauté d'expression anglaise présentement au Québec? Merci pour la question. En fait, c'est un gros mythe, en fait, la perception qu'on a de la communauté d'expression anglaise au Québec. Souvent, on pense aux personnes bien nanties qui habitent à Westmount ou à Montréal, Oui, on les a comme leaders une espèce d'industrie, les de riches, tu sais. cliché, hein? Donc, C'est ça. C'est ça. Mais la réalité de la chose, c'est que la communauté d'expression anglaise au Québec est 2 fois plus susceptible d'habiter sous ou en dessous du seuil de faible revenu que la communauté francophone. OK, Oui, c'est une statistique qui surprend beaucoup de gens, mais c'est la réalité sur le terrain. On voit que la communauté d'expression anglaise se trouve à ou sous le seuil de faible revenu à peu près 8,9 % de la population. Donc, se retrouve dans OK. cette situation-là versus 4,5 % de la population francophone qui se retrouve dans la Donc, même on parle situation. du double, là. Vraiment. Oui, c'est ça. De- OK. Tu sais, les Québécois d'expression anglaise, en général, à travers la province, ont des taux de chômage plus élevés que la population francophone. On parle de 10,9 % pour la communauté anglophone versus 6,9 % pour la communauté francophone. On a des revenus des revenus médianes en emploi qui sont 5 200 $ de moins à travers la province pour la communauté anglophone que francophone. Puis même, tu sais, à Montréal, même là où les plus riches sont, à Westmount, on voit que les Québécois d'expression anglaise gagnent, même dans cet environnement-là, 15 000 $ de moins que leur homologue francophone dans le même arrondissement, dans la même ville d'émerger. Ouais, Donc, c'est des écarts qui surprennent. En tout cas, moi, je suis surpris d'entendre ça, là. Tu sais, on dirait qu'on parle jamais de ça, en fait. non, c'est des choses qu'on essaie de faire valoir le plus possible. On en parle souvent, nous, dans nos communiqués, puis dans nos recommandations au gouvernement et dans les bilans et mémoires qu'on émet. Mais ça reste que le mythe persiste encore. Puis souvent, tu sais, on aurait tendance à faire la supposition que, bon, ben, c'est surtout les Québécois régionaux qui en tirent mal, puis c'est vrai. Mhm. Mais si on regarde les régions où il y a les plus gros défis en termes de chômage, on voit que les top 3 sont la Gaspésie et la Madeleine, avec des taux de chômage pour la communauté de 18,7 %. La Côte-Nord avec 17,9 % à la Côte-Nord, et C'est suivi de énorme. Montréal pour finir le top 3 avec 11,6 % en termes de taux de chômage là, pour la communauté d'expression anglaise. Donc, même Montréal, c'est la plus grosse concentration de Québécois d'expression anglaise, même ici où ce que les gens ont le plus de ressources, ils tirent de l'arrière en ce qui a trait au chômage et en revenus et en taux de pauvreté. Et évidemment, on peut penser qu'une des raisons derrière ces taux-là, c'est le manque d'opportunités reliées justement à la méconnaissance du français. C'est sûr que le français est un des obstacles majeurs qui limite la capacité d'intégration de notre communauté. Il y a aussi un enjeu d'accès à des services publics d'emploi dédiés à notre communauté. C'est quelque chose qu'on a beaucoup soulevé, puis c'est un clou sur lequel on doit encore frapper au sein du gouvernement pour essayer d'avoir du mouvement, parce que malheureusement, il n'y en a toujours pas, malgré le fait que ça fait 5 ans qu'on les ramène les mêmes statistiques, puis qu'on voit que c'est les écarts s'empirent, en fait, entre les recensements. Donc, en fait, on a sorti un nouveau rapport récemment qui démontre que si on était capable de fermer les écarts en revenus et en emploi entre les communautés linguistiques, ça pourrait rajouter 1,5 milliard de dollars à l'économie québécoise. OK. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. OK. On se prive de ces revenus-là et en même temps, on prive la communauté d'une intégration pleine et entière, Tout à simplement fait. en ignorant le problème. Uh-huh. Euh, ouais. Puis est-ce qu'on l'ignore autant qu'avant ou le fait, par exemple, qu'en politique, on ait M. Skate, par exemple, au gouvernement actuel qui travaille un peu sur ces dossiers-là, est-ce qu'on voit une ouverture supplémentaire de celle d'avant? Est-ce que vous pensez que ça s'améliore? On apprécie beaucoup le ministre Keith. Ceci dit, on ne voit pas d'avancement.
OK. du tout. C'est ça. Fait on a des fonctions, on n'a pas nécessairement d'avancement dans les services ou les Ouais. facilités. Là. Les ministères qui sont dédiés à notre communauté, c'est sûr qu'ils nous écoutent, il y a une ouverture à entendre nos arguments. Ceci dit, l'action gouvernementale manque, puis la situation n'a fait que s'empirer. Donc, puis ça, c'est au niveau économique et sur l'emploi, mais aussi au niveau sur le point de vue de leur priorité en ce qui a trait à la francisation. Les Québécois d'expression anglaise représentent quand même 15% de la population. Puis c'est un 15% qui a un manque à gagner au niveau professionnel qu'on pourrait aller justement exploiter dans un sens d'aller chercher le plein potentiel de cette communauté-là, mais on le laisse de côté. Puis malheureusement, de plus en plus, je crois que c'est surtout un choix politique qu'on fait plutôt qu'autre chose. Plutôt qu'autre chose. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, parce que oui, on a un 15 puis tu as raison, en fait, de dire que la majorité des programmes pour l'apprentissage du français sont toujours pensés pour les nouveaux arrivants, peu importe la langue qu'ils parlent, mais on va vraiment miser sur le fait qu'on apprend, par exemple, le français, mais aussi tout le pan de la société québécoise. Tantôt, tu parlais de Marie-Mé, mais au niveau, par exemple, des programmes de francisation, on va expliquer aux gens c'est quoi un bail, comment on peut, pourquoi on déménage le 1er juillet, qu'est-ce que c'est la taxe, le pourboire. On va vraiment enseigner plusieurs choses au niveau culturel que les anglophones n'ont pas besoin d'apprendre, en fait, parce qu'ils vivent ici. Puis même tantôt, tu as utilisé le mot intégration. On dirait que pour moi, c'est pas un mot qui devrait s'utiliser parce que les gens habitent ici. C'est un drôle de paradoxe de se dire qu'on va dire on va travailler sur l'intégration, alors que les gens d'expression anglaise qui sont nés en Gaspésie ou aux îles de la Madeleine, je veux dire, ils n'ont pas besoin de s'intégrer au Québec, ils sont là, ils sont nés là, puis ils sont là depuis des générations aussi. Qu'est-ce qui explique selon toi, en fait, qu'il y a une immense volonté politique à la francisation des nouveaux arrivants, mais pas aux populations anglophones? Pourquoi? C'est sûr que dans un premier temps, les nouveaux arrivants, jusqu'à un certain point, là, arrivent en grand nombre. Fait que c'est important de penser comment on va justement les intégrer dans la société québécoise. Puis je pense que on laisse de côté les besoins de gens qui sont ici dans ce sens-là. Fait que on voit pas l'urgence d'agir parce que, du moins, de ce qu'on nous dit au gouvernement, les Québécois d'expression anglaise ont accès à des services. Alors que... Donc, on parle pas du fait que les services sont pas bien adaptés à leurs besoins, mais ils ont accès au service général, donc ils sont bien desservis. Donc, ce qu'on essaie de faire comprendre au gouvernement, c'est que, comme les nouveaux immigrants, les Québécois et les Premières Nations, dans quelques instances, la communauté d'expression anglaise a aussi besoin d'un plan d'action dédié pour s'assurer que leurs besoins sont bien rejoints là, au point de vue santé, au point de vue éducation, au point de vue d'emploi aussi. Donc, c'est développer ces stratégies-là. Puis encore une fois, ça revient à un choix politique parce que le gouvernement a ces données-là. Il y a un temps qu'ils les avaient pas, on peut concéder ça. Maintenant, ça fait 5 ans que nous, on sait qu'on leur donne très concrètement, puis de manière très assidue. Puis il y a toujours bonne action. Donc, ça peut simplement démontrer que c'est un peu un manque de volonté politique de s'adresser aux problèmes réellement. Ça... C'est vrai. Puis non, mais je comprends, mais moi, j'ai envie de te parler que c'est un peu la même chose chez les Canadiens qui s'installent au Québec. Les Canadiens qui sont nés à l'extérieur du Québec. De plus en plus, en tout cas, je ne sais pas si vous avez des chiffres à ce sujet-là, mais moi, j'ai vu dans mes classes des gens qui arrivaient de Vancouver, de Calgary, de l'Est, puis qui essaient aussi d'apprendre le français au Québec. Puis c'est aussi un défi pour eux. Oui, ils ont choisi de vivre au Québec pour plein de raisons, soit pour étudier, soit parce qu'ils ont suivi un conjoint, une conjointe, puis eux aussi, en fait, retrouvent pas, ils vont s'inscrire en francisation, puis souvent, on va les perdre, ou ils viennent quelques mots, ça me correspond pas, c'est pas ce dont j'ai besoin, je suis pas un immigrant. Souvent, moi, je me suis fait dire par une personne, je suis pas un immigrant, moi, je suis un gars d'Halifax, je suis venu ici pour suivre ma femme qui est québécoise, mais là aussi, il y a un défi, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la même chose? Ben oui, en fait, le défi est là, puis ça revient à ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est souvent, c'est même les informations auxquelles ils vont avoir accès pour trouver les bons cours de français à l'avance. La francisation, c'est important au Québec, donc on penserait que mais c'est important pour tout le monde. Ça ne devrait pas être juste important pour les nouveaux arrivants. C'est important pour tout le monde. Non, mais c'est ça, mais
C'est important pour tout le monde. Donc, on penserait qu'il y aurait une panoplie de manières de pouvoir s'inscrire, puis qu'on aurait dans toutes les langues possibles les instructions sur comment bien faire, pour quels cours sont appropriés pour qui. Mais j'ai 2 exemples en particulier qui me viennent en tête. Ma belle-sœur, qui vient du Manitoba, OK, 0 francophone. Elle est venue ici, puis elle voulait s'inscrire tout de suite en cours de français parce qu'elle savait qu'elle allait rester, elle et mon frère allaient se marier, puis qu'elle allait faire sa vie au Québec. Puis ça a pris plusieurs tentatives de sa part pour pouvoir s'inscrire. Puis elle a seulement réussi quand mon frère s'était un peu le Mêlé du dossier. C'est mêlé du dossier, puis parce que lui est francophone, justement. Donc, tu sais, ça. Mais normalement, ça devrait être facile. Quelqu'un qui cherche à apprendre le français ne devrait pas avoir de barrière linguistique à trouver des cours de français. C'est le message qu'on essaie de faire passer au gouvernement. Il y a une ouverture, c'est un message qui est bien reçu quand même, mais on sait que les choses bougent lentement. On demande juste qu'on mette un peu plus d'efforts, soit à travers le gouvernement en soi, ou soit à travers des partenariats avec le gouvernement, à même la communauté d'expression anglaise, afin de faciliter justement cette intégration-là, puis de retrouver les outils. L'autre enjeu qui, je pense, bloque le succès puis l'adaptation des programmes de français, c'est de se dire que tous les nouveaux immigrants sont allophones. Ouais. C'est un immigrant dans la vie. C'est un mot inventé. C'est ça. Au niveau du vocabulaire, je pense qu'on devrait dire c'est quelqu'un qui est en apprentissage du français ou quelqu'un qui ne maîtrise pas le français. Mais allophone, c'est sûr que ça correspond pas à tout le monde et à personne, en fait. T'sais. Exactement. Puis l'affaire, c'est que cette désignation-là fait en sorte qu'un immigrant de l'Angleterre, des États-Unis, va être perçu comme quelqu'un qui n'a ni l'anglais ni le français comme langue primaire. Alors qu'on sait que ces gens-là sont anglophones. C'est assez simple. Puis je parlais à quelqu'un qui, justement, c'était un immigrant américain qui faisait affaire au Québec depuis plusieurs années. Puis qui a finalement décidé de déménager ici. Donc, il avait déjà un français assez avancé. Il était intermédiaire. Puis il voulait avancer son français pour devenir professionnel, puis il ne trouvait aucun cours. Il n'avait aucune ressource pour lui, pour mieux s'intégrer puis mieux faire sa vie au Québec. Simplement que les cours n'existent pas. Ça, c'est un immense problème parce que, tu sais, puis là, on va revenir, là, mais les personnes immigrantes, les personnes anglophones aussi, tu sais, dans le programme de francisation au Québec, tu sais, il y a 12 échelons, en fait, dans le programme, mais il y a seulement des cours qui se rendent à 8. Fait que après 8, c'est la fin du bloc intermédiaire. Des niveaux avancés pour les anglophones ou pour les on vient de dire qu'allophone, c'est un mot qui veut rien dire, mais pour les personnes qui sont en apprentissage du français, qui veulent bonifier leur français, qu'on soit un nouvel arrivant ou qu'on soit une personne du Québec, en fait, après 8, là, c'est très, très difficile de trouver un cours gratuit. Exactement. C'est parce que les programmes existent, vont aller jusqu'à... Puis, bon, on peut s'en parler aussi. Il y a eu des coupures de classes de francisation hallucinantes dans les dernières années. Là. Et le fait qu'il y a eu ces coupures-là, bien, souvent, les cours de niveau, même 7-8, la fin du bloc intermédiaire sont difficiles à trouver parce qu'on ne les offre pas dans tous les centres de services scolaires ou dans tous les organismes communautaires qui offrent des cours de francisation ou dans les cégeps, tout ça, les universités. Mais ceux qui veulent avoir, ce qu'on appelle dans le cadre européen des niveaux C1, C2, avancés, là, vraiment avoir une maîtrise professionnelle d'une langue, puis avoir un niveau comparable à une personne native de langue première, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas du tout. Mais le programme cadre existe. Le programme cadre a été développé au ministère, mais les niveaux n'existent pas. Il y a quelques cours, là. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Il y a quelques cours, là, français pour ingénieur, français pour infirmière, tout ça. Oui. Mais si ton métier n'est pas dans cette liste-là, puis que tu veux atteindre le niveau 9, 10, 11, 12 parce que tu étais médecin au Paraguay ou tu étais ingénieur au Venezuela ou tu es ingénieur à Calgary, tu ne peux pas atteindre les échelons 9, 10, 11, 12. Tu peux les atteindre de façon personnelle ou en payant un tuteur ou en allant à l'université faire un cours de FLS, tu sais. Mais au niveau des programmes gratuits au Québec, c'est pas normal qu'on ait un programme cadre, mais qu'on ne soit pas en mesure d'offrir des cours de niveau avancé, tu sais, et pour vous, et pour tout le monde qui veut avancer. Tu sais, moi, souvent, j'ai eu des apprenants qui disaient, bien, madame, qu'est-ce que je fais après le niveau 8? Je sais que mon français n'est pas assez bon, là. Tu sais, tantôt, tu parlais, tu sais, je peux me débrouiller, je peux demander mon chemin,
je peux rencontrer l'enseignante de mon enfant, je peux faire ce type de choses-là, je peux écrire minimalement, mais si je dois écrire un rapport, le faire traduire par ChatGPT, je suis pas capable de l'écrire avec la connaissance qu'on me donne de la langue. On m'offre pas les cours, tu sais. Je pense que c'est un débat public qu'on devrait avoir ou entendre plus souvent, tu sais. C'est pas normal que les immigrants plafonnent et que la population aussi d'expression anglaise plafonne après un certain niveau parce qu'il n'y a pas de service au Québec. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Puis c'est justement le débat qu'on essaie d'entamer, de démontrer que, tu sais, on a beau avoir nos priorités de francisation au sein de la province et de protection de la langue française, mais après ça, il faut mettre les structures derrière pour y arriver. Ça ne peut pas être juste des vœux pieux, puis on peut pas juste dire « Ah, tiens, les gens apprendront ». Ça ne s'apprend pas par osmose, une langue, là, tu sais. Non, exactement. Puis ça ne s'apprend pas en se faisant taper dessus non plus. Tu sais, les Québécois d'expression anglaise voient l'apprentissage de la langue française comme une punition plutôt qu'un avantage tel qu'elle est. Ça va rendre encore plus difficile la prise en soi puis la volonté de vouloir apprendre. Tu sais, déjà qu'elle est là, il ne faut mieux pas la tuer, cette volonté-là. C'est ça, il faut l'encourager. Une punition, là, c'est ça. Oui, tu sais, ça devrait jamais être une punition d'apprendre une langue ou de ne pas la connaître, tu sais. Mais de l'autre côté, je comprends que, tu sais, tout ce qui est relié au stéréotype linguistique, là, tu sais, ça peut freiner l'apprentissage ou le désir d'apprentissage chez quelqu'un. Quelqu'un qui se fait taper sur les doigts depuis des années en disant « Ton français n'est pas assez bon, ton français n'est pas assez bon ». Si on lui donne pas une chance de le bonifier, ben comment il fait pour s'accrocher à la motivation qu'il a besoin pour apprendre, tu sais? Absolument. Je pense que le gouvernement a un rôle à jouer à encourager les gens de prendre des nouvelles habitudes, puis d'apprendre la langue, puis de démontrer les bénéfices d'apprendre plusieurs langues, plutôt que de s'attarder à dire ben vous n'êtes pas assez bon, puis étant donné que vous n'êtes pas assez bon, ben on va commencer à mettre des punitions ou faire en sorte de créer des situations hostiles. Plutôt que d'aller vers une solution. Tu sais, si vous n'êtes pas assez bon, la solution, c'est de vous aider à apprendre. Tu sais. Exactement. Puis je pense qu'un exemple de ça, c'est la loi 96. Le projet de loi 96, loi 14. Tu sais, de la manière que le gouvernement a choisi de faire l'annonce de ce projet de loi-là, a fait en sorte que la perception était négative tout de suite. Il y a des petits bijoux, il y a des petits, justement, l'ouverture de Francisation Québec est un avantage et quelque chose de bien au sein de cette loi-là, ou ces plusieurs amendements-là, mais c'est caché sous des règlements punitifs qui n'ont pas besoin d'être là. Caché. C'est aussi bâti sur le contraire de la science. Hein, parce que, tu sais, dans la loi 96, on va dire, par exemple, de donner des services strictement en français après 6 mois. Après 6 mois. Aux gens. Alors qu'on sait que ça prend beaucoup plus de temps d'apprendre une langue. Ça prend pas 6 mois à apprendre une langue. Tu sais, ça prend plus, tu sais, à temps plein, là, pour un adulte, on parle peut-être plutôt d'1 an et demi. C'est ça. Alors que là, dire, après 6 mois, là, vous n'avez plus le droit à des services professionnels ou de santé. Je veux dire, c'est sûr que ton français, il n'est pas assez bon pour avoir ce type de service-là, ce type de conversation-là après 6 mois. T'sais. La surtout science, quand on regarde dans l'apprentissage des langues, c'est ça. Fait que si on nous avait dit après 2 ans, je me dis, bon, après 2 ans, c'est sûr que la science te démontre que tu as eu le temps d'apprendre la langue. Bon, si tu as eu la chance de l'apprendre, si tu as eu une place en francisation, parce que ça, c'est un autre débat. Ça se peut que tu n'aies pas de place. Ça, c'est tout un autre enjeu. C'est un autre enjeu. Mais c'est pas normal qu'on regarde même pas ce qui existe au niveau de l'apprentissage des langues, puis penser que les gens, après 6 mois, vont être assez bons pour consulter un médecin. T'sais. C'est sûr que de l'autre côté, moi, si je vais en voyage au Japon, c'est sûr que je vais peut-être avoir juste un service en japonais ou en anglais, mais c'est la santé, hein, c'est important. Je veux dire, c'est pas une question de langue. Puis je trouve ça aberrant, en fait, que non seulement on ait un temps limite comme ça, qui n'est pas adéquat, mais qu'en plus, en 6 mois, dans les délais actuels ou des derniers mois en Francisation Québec, c'est presque impossible que tu aies atteint ton niveau 1 ou que tu aies fini ton niveau 1 en 6 mois. Exactement. Surtout avec le temps d'attente, c'est pas juste la communauté anglophone qui est en attente d'accès à ces services-là. Il y a des listes d'attente de dizaines de milliers de personnes encore je sais. qui tentent d'accéder au programme. Donc, tu sais, c'est pas... on a mieux à faire, mais je pense que la décision de sortir cette loi-là, la manière qu'ils l'ont sortie, c'était une décision encore politique, puis qui joue sur la division plus que sur le rassemblement. Donc,
on voit le résultat. Puis maintenant que c'est la loi, il faut s'adapter, il faut trouver des manières d'en profiter le plus possible, Ouais, justement. comme le On, programme de on... jumelage que vous avez mis sur pied, justement. Exactement. Exactement. Puis je sais qu'il y en a un aussi qui existe pour les nouveaux arrivants, le programme de jumelage au Québec aussi, mais je pense qu'on doit vraiment favoriser ce type de programme-là qui s'ajuste aux gens et aux réalités Oui, des absolument. adultes. On en parlait tantôt, quelqu'un qui a une famille le soir, il n'a pas le temps d'aller faire un cours de francisation, puis le jour, il est au travail. Fait que, il faut qu'on soit en mesure d'offrir de meilleurs cours de français au sein des milieux de travail au Québec. Puis pas seulement en parsemant un petit peu de budget une fois de temps en temps. Il faut que ce soit des dossiers prioritaires pour l'avenir, en fait, de la cohésion sociale au Québec. Ouais, il faut mettre les stratégies, les ressources derrière les stratégies puis les priorités qu'on annonce, mais il faut le faire pour vrai, non seulement en parole. Est-ce que tu aurais une recommandation concrète, toi, aux décideurs à ce niveau-là? Oui, mais on en a plusieurs, mais je vais me limiter aux plus pertinentes. D'abord, c'est d'investir dans des stratégies d'apprentissage informel telles que notre programme de mentorat Circonflexe. C'est de trouver des solutions créatives pour l'apprentissage de la langue au travail. Puis, c'est dans notre cas, pour la communauté d'expression anglaise, c'est de s'assurer de faire confiance à la communauté, de développer des outils qui vont être dédiés aux besoins de notre communauté, puis vont faire en sorte que les gens vont mieux s'intégrer sur le marché du travail et auront un plus gros accès justement aux ressources en francisation qui existent et même assez d'investissement pour en créer nous-mêmes. Parce que, encore une fois, on est un organisme qui a pour but d'avancer les opportunités d'emploi pour les Québécois d'expression anglaise, puis on a lancé un programme qui a quand même du succès, qui amène les gens à améliorer leur français. Donc, tu sais, ça peut sembler un peu à l'envers, mais les anglophones peuvent être des alliés dans l'avancement de la langue française, puis je pense qu'on doit commencer à les voir de cette manière-là, plutôt que les voir comme une communauté qui s'oppose à l'avancement de la langue ou qui est une menace. Je pense que ce dialogue-là, c'est un dialogue du passé, puis il faut arriver là où les gens sont. Puis je pense qu'il y a une grande ouverture, puis on le voit. En 2 semaines, on a pu récolter, comme j'ai mentionné, 1500, 1600 personnes qui veulent travailler leur français ou qui veulent aider d'autres gens à travailler leur français. Puis je pense qu'il faut investir dans des mouvements comme celle-là qui sont positifs plutôt que de renforcer l'idée de la peur de l'autre. Tout à fait, tout à fait. Puis comment vous la voyez, l'évolution justement de la participation des personnes d'expression anglophone, anglaise au marché du travail dans les prochaines années? Ben, Est-ce si le que vous gouvernement pensez est que les capable, initiatives comme les vôtres vont justement faire en sorte que ça bouge? je pense que oui. Je pense que si le gouvernement est capable de faire les investissements nécessaires pour aider notre communauté à mieux intégrer, je pense que ça va avoir des résultats assez rapidement, puis assez importants pour notre économie et pour la vitalité économique là, de communautés variées à travers la province. Euh, les gens sont prêts à mettre le travail pour améliorer leur français, sont prêts à intégrer le marché du travail puis avoir des emplois qui vont les satisfaire aussi. On voit souvent un enjeu de surqualification au sein de notre communauté. Donc, la communauté d'expression anglaise est quand même très bien éduquée, des hauts taux de diplomation universitaire postsecondaire, mais un manque à gagner sur le marché du travail. Donc, ils travaillent dans des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés. Donc, il y a du talent à aller chercher. Il y a des gens qui veulent travailler, il y a des gens qui veulent participer à contribuer à l'avancement du Québec. Il faut juste créer des opportunités pour le faire. Très bien. Puis si on veut aller s'inscrire à votre programme, comment fait-on? Ben, on peut aller à circonflexmentorship.ca. Donc, c'est le site de notre programme, puis vous pouvez vous inscrire. Pour les mentorés, donc les gens qui cherchent à améliorer leur français, vous allez avoir votre formulaire d'application et une évaluation de soi sur votre confiance et la maîtrise de la langue française. Pour les francophones qui s'inscrivent ou les gens qui ont une bonne maîtrise, c'est un processus de 2 étapes, donc l'application et ensuite une petite entrevue pour confirmer leur capacité en français. Puis après ça, on fait les jumelages et les gens se lancent à l'aventure ensemble. Ben, merci beaucoup, Chad, puis merci pour cette conversation qui est éclairante. Je pense que votre
travail, puis ce que vous nous avez partagé aujourd'hui, démontre en fait que les réalités linguistiques ont des impacts économiques vraiment réels au niveau du Québec, hein, puis qu'on a besoin, je dirais, de nuances, hein, puis de plus de données et des programmes humains comme celui que Circonflexe offre, hein. Donc, je vous explique, évidemment, là, je vous mettrai dans les liens de l'épisode si vous voulez vous inscrire à Circonflexe, vous aurez le lien que Chad vient de nous donner. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous voudriez ajouter? Non, mais juste un gros merci de m'avoir accueilli, de m'avoir donné l'opportunité de parler un peu de PERT et de nos initiatives, puis en espérant pouvoir rejoindre vos ondes d'ici peu. Oui, ben merci beaucoup à vous. Puis je vous souhaite beaucoup de succès dans la deuxième édition de votre programme. Parfait, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.